Moi, je le vois au Zimbabwe, au Togo, au Maroc, où tu veux. Les gens, ils veulent voir Sadio Mané. Et aujourd'hui, quand il s'exprime dans le vestiaire, moi qui l'ai connu beaucoup plus jeune, c'est limite comme si je voyais un autre homme, une autre personne. Hmm. Et à la fin du match, Bielsa, il annonce qu'il démissionne. Moi, je me dis, où est-ce que je suis arrivé, quoi? On parle de l'Olympique de Marseille, donc je me dis, voilà, je reste mesuré dans ma joie et bon, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. En France, trop montrer d'ambition, des fois, c'est mal perçu. Pour moi, j'avais quand même comme rêve de jouer la Ligue des Champions avec Marseille. Pourquoi est-ce que c'est pas l'équipe de France que tu défends? Cette appartenance que j'ai avec le Sénégal, quoi. Ça a même été décrété comme jour férié par le président. C'est des choses que tu peux pas avoir en Europe, tu vas voir qu'en Ouais. Afrique. Bien sûr, parce que tu n'oses même pas imaginer si tu gagnes la Coupe du Monde. Salut tout le monde, c'est Colin, on est de retour pour un autre épisode de Call Interview. Cette fois, je suis avec Bouna Sam. Avant qu'on débute, s'il vous plaît, on n'oublie pas, comme d'habitude, de s'abonner, lâcher le petit like, les petits commentaires pour faire grandir le projet, parce que sinon, on n'aura plus d'invités comme Bouna et je serai tout seul à vous parler. Et ça sera beaucoup moins marrant. Bouna Sarr est dans Call Interview. Comment tu vas? Ça va très bien et toi, Colin? Ça va, ça va. On va parler un petit peu parce que, comment dire, là, j'étais un petit peu pour moi et il y a plein de choses qui sont passées. Déjà, dans ta carrière, il y a plein de choses qui sont passées. Cette année, il y a plein de choses qui se sont passées. La CAN, l'arrivée de Sadio Mané au Bayern. Donc, on a un programme un peu chargé et on va commencer par le début pour faire les choses dans l'ordre. On va parler de ta vie un petit peu avant le foot. Avant que le foot devienne, comment dire, un métier slash passion. Qu'est-ce qui fait que tes débuts professionnels ne sont pas à l'OL? Est-ce qu'avec le temps, il y a une analyse, un recul qui fait qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi ça n'a pas marché là-bas? Bien sûr, en fait, je suis arrivé à la préformation. Donc, Mhm. je n'étais pas au centre de formation, contrairement à ce que certains peuvent penser. Je suis arrivé très jeune. Je suis resté de mes 10 ans jusqu'à mes 13 ans. Ouais. Euh, je pense que j'avais des qualités, j'avais des très bonnes qualités pour y rester. Mais mon problème, c'est que je n'étais pas assez sérieux encore. Mhm. Le problème, c'est que j'étais un enfant de Lyon, mais surtout de Gerland. Mhm. L'ancien centre de formation de l'Olympique Lyonnais était à Tola-Vologe. Donc, il était allé à 500-800 mètres de chez moi et j'avais un certain confort. Donc, je ne mesurais pas la chance que j'avais de jouer à Ouais. l'Olympique Lyonnais quand j'étais plus jeune. Et en fait, je me laissais aller, que ce soit scolairement, que ce soit au niveau footballistiquement. Et à un moment donné, bon, j'ai été averti la première année, puis la deuxième. La troisième année, c'est pas passé. Donc voilà, j'ai dû faire un pas en arrière, me retrouver de nouveau dans le milieu amateur, dans lequel je suis resté 3 années, donc dans la région lyonnaise. Mais ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup fait grandir et ça m'a surtout permis de mesurer la chance que j'avais d'être dans un club professionnel. Et voilà, c'est un échec qui m'a été bénéfique parce que par la suite, j'ai pu aller intégrer le centre de formation du FCMS. Pendant ces 3 années que tu dis dans le foot amateur, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, j'ai peut-être raté le train? Tu sais, en ce moment, on dit dans le foot, le train, parce qu'une fois, il ne faut pas le rater. Bien sûr, je me suis posé la question parce que quand tu reviens dans le monde amateur, il y a beaucoup de choses qui changent pour toi dans ta vie. Tu n'as plus les mêmes facilités. Je me rappelle que j'étais en sport-études quand j'étais à l'Olympique Lyonnais. Il y Mhm. avait beaucoup d'aide, ne serait-ce que pour me rendre au collège. Et du coup, je me rappelle que ma troisième année au collège, je suis resté dans le même collège, un collège privé. Et je voyais mon père déjà qui avait plus cette aide. Il devait payer de lui-même de sa poche ma scolarité. Pour me rendre à l'entraînement, je devais prendre un bus, plus un métro. Enfin, tu sentais que c'était plus la même chose, tu n'avais plus les mêmes, les plus la même facilité, quoi. Donc, Ouais. parce que quand j'ai eu l'opportunité de revenir dans le circuit professionnel, j'ai vraiment eu conscience que voilà, j'étais passé à côté de quelque chose et que une seconde porte s'ouvrait à moi, il fallait que je saisisse cette opportunité. Tu l'as dit, tu as la chance de rejoindre le centre de formation du coup du FCMS, c'est ça? Tu finis ta formation là-bas? Je finis ma formation, donc j'arrive à 17 ans. Ouais. Donc, j'arrive à 18 ans, excuse-moi. Donc, ma première année U19. Donc, je signe 2 ans apprenti. Tout va très vite parce que je remporte la Gambardella. Donc, avec des joueurs qu'on connaît comme Kalidou Koulibaly, Mhm. que je côtoie en sélection. Et, et tout s'enchaîne, en fait. Donc, je fais mes 2 années en apprenti. Et par la suite, je signe pro et j'intègre le groupe professionnel. Tu as mentionné Kalidou qui lui aussi, je me suis penché un petit peu sur son parcours. Vous avez cette, ce point commun d'avoir un peu galéré dans les premières années.
est-ce que plus tard, c'est bénéfique dans la vie de tous les jours quand on est footballeur? C'est bénéfique d'avoir galéré comme ça, d'en être passé par des années de doute, de peur, de crainte. Est-ce que c'est bénéfique ça? Bien sûr, et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte parce que ils voient pas la face cachée de l'iceberg. Ils voient Hmm. que le positif et ils y voient que la réussite forcément. Mais avant la réussite, il y a beaucoup d'épreuves, énormément d'échecs où tu dois te relever, tu dois repartir de l'avant, encore plus fort que la fois précédente. Et que ce soit Khalidou ou moi-même, c'est vrai qu'on a connu beaucoup d'épreuves. Ouais. Après, on n'est pas à plaindre, hein, mais Hmm. aujourd'hui, ces épreuves-là nous ont été bénéfiques pour pouvoir évoluer et progresser dans la vie de tous les jours, pas seulement dans le football. Ton parcours au FC Metz, il est aussi fulgurant que ta carrière de manière générale. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit le foot, c'est trop compliqué, le foot, ça va trop vite, je ne vais pas pouvoir gérer? Bah, je me souviens que ma première année en Ligue 2, donc bon, j'ai fait une dizaine de matchs, Ouais. on est relégué en national. Mhm. Bah, déjà, j'étais déçu, j'étais triste comme l'ensemble de mes collègues, que le club. Donc forcément, c'est pas toujours plaisant de se retrouver de nouveau en amateur. Mais je pense que le club a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire sont partis sur une nouvelle dynamique, un nouveau projet, c'est-à-dire celui de faire confiance aux jeunes. Mhm. Donc, nous, en tout cas, les jeunes, on était contents à ce niveau-là parce qu'on savait qu'on allait jouer, on savait que le club allait nous donner notre chance. Ouais. Et je me rappelle que les premières journées de National, je regardais la moyenne d'âge, c'était 22 ans. Il y avait Khalidou, il y avait Sadio Mané avant son départ à Salzbourg. Ouais. Il y avait énormément de jeunes et vraiment, on se sentait à notre place parce que le FCMS est réputé pour sa formation. Et après, c'est ça qui nous a permis de briller en national. Puis on a en Ligue 2 et on est resté dans une dynamique où on a réussi à faire progresser le club. Malheureusement, une fois arrivé en Ligue 1, on est redescendu. Mais moi, je pense que c'est ça qui m'a permis de rejoindre l'Olympique de Marseille, de rester dans cette continuité-là et d'avancer dans ma carrière. Bon, ben, on met le pied dedans. C'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. On va parler de Marseille. Je sais que tu aimes bien parler de Marseille. En plus, c'est un moment important de ta vie et ça t'as passé des bons moments là-bas. Comment la prise de contact elle se met en place avec l'OM? Et comment tu vis le truc, toi? Bah, on finit la saison, on est relégué en Ligue 2. Ouais. Moi, je pars avec mes potes en vacances pour m'aérer l'esprit, pour digérer. Et en fait, à mon retour de vacances, j'ai mon ancien agent qui m'appelle. Donc, je reçois un coup de fil et il me dit qu'il y a des clubs qui sont intéressés. Donc, au début, il me parle de Nantes, de Lille. Donc, déjà, moi, l'idée de pouvoir rester en Ligue 1, elle m'emballait. Et une semaine après, il me parle de Marseille. Donc, il me parle de l'Inter de Marseille. Moi, sur le moment, je suis choqué. Bon, on parle de l'Olympique de Marseille, donc je me Mhm. dis, voilà, je reste mesuré dans ma joie et bon, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. En tout cas, je me mets pas, je commence pas à m'enflammer. Comme ça, moi, j'ai pas disons, de déception. Mhm. Et c'est vrai que ça s'est fait assez vite parce qu'il me semble, en l'espace d'une semaine, aller maximum 10 jours, entre la prise de contact et quand j'ai signé mon contrat, ça a été assez rapide. Donc, sur le moment, j'ai pas eu le temps de réaliser, en fait. T'as jamais eu peur que la marche soit trop haute? Je m'en suis posé la question, mais pas en avoir peur. Parce Ouais. que la saison avec Metz, avant qu'on soit relégué, disons que je me souviens bien que ma première partie de saison, elle était pas Mhm. waouh, quoi, elle n'était pas exceptionnelle. Mais c'est surtout sur la fin de saison où j'ai réussi à sortir, à étirer mon épingle, quoi. Parce que, en fait, on est arrivé à une période où on savait que ça allait être dur de se maintenir. Donc, je me suis mis dans un mode où, écoute, joue ton football, tu n'as rien à perdre. Malheureusement, tu as des chances de descendre avec ton club, mais ça serait bien pour toi, pour tes ambitions futures, de pouvoir rester en Ligue 1. Donc, si c'est pas avec Metz, pourquoi pas avec un autre club? Mhm. Et j'ai tout donné. Je me rappelle avoir fait des grosses prestations contre les gros, justement, contre Paris, au Parc des Princes, contre Marseille dans la même semaine au Stade Saint-Symphorien. Donc, voilà, du moins, je me sentais capable de pouvoir répondre présent dans des gros matchs, quoi. Tu arrives à l'OM, c'est la saison 2015-2016. C'est une saison un peu particulière à l'OM parce qu'on est dans l'après-Bielsa. Comment tu vis la chose quand toi, au bout d'une journée de Ligue 1,
Marcelo Bielsa, l'homme qui te fait être recruté par l'Olympique de Marseille, il s'en va. Parce que ça arrive que les coachs s'en aillent après avoir recruté un joueur. Bah, déjà, moi, je me souviens que la première journée de Ligue 1, on joue contre Caen à domicile et on perd. Et à la fin du match, Bielsa, il annonce qu'il démissionne, qu'il se retire. Et moi, je me dis, où est-ce que je suis arrivé, quoi? Première journée de Ligue 1, le coach m'a recruté, il part. Et en fait, je vois tout ce qui se passe autour du club et je me dis, enfin, c'est la quoi. Donc, par la suite, il y a Michel qui arrive, le nouveau coach. Et c'est vrai que je me demande comment ça va se passer me concernant, avec le coach, d'un point de vue football. Est-ce qu'il va aimer mon profil? Tu te poses plein de questions, en fait. Donc voilà, après, moi, j'étais tellement à l'instant présent dans le kiff que j'ai pas non plus trop de temps pour me poser la question de ce qui se passe. Voilà, je suis vite passé sur autre chose, sur le fait que je dois prouver à un nouveau coach que j'ai ma place dans cette équipe. Et après, tout s'est enchaîné, quoi. Bon, alors ensuite, il y a l'arrivée de Rudy Garcia. Et l'arrivée de Rudy Garcia, ça apporte un peu de stabilité et ça se voit tout de suite dans les résultats. Mais avant que j'embraye sur Rudy Garcia et sur ce qu'il a pu apporter à ta carrière, et on m'a parlé de cette anecdote qui m'a fait un peu sourire, c'est Jacques Henriero, pardon, qui débarque pour son discours de présentation. Et là, je sens à ton sourire que tu vois très bien où je t'amène, qui débarque avec le trophée de la Ligue des Champions dans les mains et qui dit, voilà le nouvel objectif. Quand on sort de ce que tu viens de me décrire là, c'est-à-dire départ de Bielsa, année un peu brouillonne, est-ce que c'est le bon message? Comment on reçoit? Je vais la poser différemment. Comment on reçoit le message de son nouveau président qui arrive avec le trophée de l'Olympique de Marseille comme ça? Qu'est-ce qu'on se dit? Je pense que ça a choqué beaucoup de monde. Ça a Ouais. choqué beaucoup de monde. Après, je sais pas si c'est moi qui suis pas normal, mais moi, ça m'a pas choqué plus que ça, en fait. Parce que je pars du principe que un nouveau président qui vient à la gouverne d'un tel club, il se doit d'être ambitieux. Après, c'est vrai que ça paraît gros. Quand tu vois les années passées de galère, débarquer avec le trophée de la Ligue des Champions. Mais pour moi, c'était plus amener un électrochoc à l'équipe, leur faire comprendre que voilà, un tel club comme Marseille, sa place déjà à aller au sommet, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Et elle doit avoir pour ambition de remporter sa deuxième étoile. Est-ce que c'est un souci français, enfin c'est un petit défaut de la mentalité française de quand on voit quelqu'un qui débarque avec de grandes ambitions, au lieu d'être admiratif, au lieu de le pousser, on va avoir tendance à le casser. C'est un peu quelque chose qu'on a ressenti quand toi, tu es parti au Bayern. On a ressenti un Mm. petit peu ça, tu sais, de la moquerie, de l'incompréhension. On t'a un petit peu repris sur les réseaux sociaux, on reviendra sur ça plus tard, mais est-ce que ça fait partie un petit peu de la mentalité française qu'on devrait changer? Mais typiquement parce que, en fait, en France, trop montrer d'ambition, des fois, c'est mal perçu. C'est mal perçu et des fois même, c'est jalousé. Donc, maintenant, il ne faut pas en vouloir aux gens, ils sont comme ils sont. Aujourd'hui, je suis fier d'être français, Ouais. franco-sénégalais. Et donc voilà, aujourd'hui, je ne veux pas en vouloir d'être comme ça. Il faut faire abstraction. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, Ouais. d'avoir l'ambition qu'il a envie. Mais je trouve ça dommage par moment parce que je trouve que les gens ont tendance un peu à se bouffer par rapport à ce que la personne fait à côté de lui, Hmm. sans forcément balayer devant sa porte et se concentrer, se focaliser sur elle-même. Et Ouais. c'est un peu dommage, quoi. Bon, on l'a dit, il y a Rudy Garcia qui arrive au club. Et Rudy Garcia, il apporte, on l'a dit, une stabilité. Il apporte aussi un cadre un peu plus, un peu mieux défini, un peu plus strict, on va dire, plus en adéquation avec ce que devrait être l'OM. Qu'est-ce que tu sens comme changement, toi? Comment tu vis la passation entre les deux coachs, entre cette période un peu floue et là, c'est bon, on a des directives un peu plus claires. Comment tu le vis? Ça s'est vu déjà dans le sérieux, dans le travail. C'est vrai il a beaucoup plus on va dire, de personnalité et surtout une personnalité adaptée à l'Olympique de Marseille par rapport aux exigences du club et des supporters. Et que ça soit au résultat et même au niveau du groupe, ça s'est ressenti directement et ça nous a tous été bénéfique. On a été plus performants et, et voilà, hein. Il y a des fois où tu as été encensé par ton état d'esprit, parce que tu apportais sur le terrain. Il y a des fois où tu as été un peu décrié parce que
Parce que c'est l'OM ou parce que mauvais match ou parce que peu importe. Qu'est-ce qu'il arrive à t'apporter pour que tu aies cette durée dans le club? Je pense qu'il m'a apporté une certaine assurance. Euh, le déclic qui vient, comme tout le monde le sait, de ce changement de poste. Moi, j'étais un peu réticent, j'étais un peu sceptique de changer, de reculer d'un cran, parce que j'avais toujours été habitué à attaquer, aller de l'avant et moins défendre. Il a tout simplement réussi à me convaincre que je pouvais m'adapter à ce poste-là. Donc, voilà, j'ai pas traîné les pieds, disons. J'étais à l'écoute d'apprendre, de progresser et je m'y suis fait avec le temps. Pour la deuxième saison, d'ailleurs, ça se voit parce que dès la deuxième saison, tu prends un nouveau statut. Tu t'affirmes comme étant un titulaire de l'équipe. Tu fais 32 titularisations contre 6 la saison d'avant. C'est-à-dire que ton statut change. Toi, tu le sens dans la considération ou dans ton niveau de jeu qu'il y a un truc qui a changé, littéralement, dans le joueur que tu étais et le joueur que tu es devenu entre les deux saisons? Bien sûr, tu le sens au regard des gens, tout simplement, hein. Tu Ouais. sais, c'est humain. Quand tu prends plus de place, que tu es plus important dans un groupe, forcément, la considération des gens, elle est tout autre. Et à partir du moment où tu ressens ça déjà toi-même, Bref, tu en as connu des grands joueurs à l'OM. Il y en a un qui te marque, que ce soit sur la qualité de personne, que ce soit sur la qualité de joueur. Il y en a un qui sort du lot dans ta lecture, toi, de ce que tu as vécu là-bas ou pas? moi, je dirais Steve Ouais. Mandanda, parce que c'est vraiment l'emblème marseillais. Voilà, c'est un joueur, qu'à travers son aura, on voit l'importance qu'il a dans un vestiaire. Voilà, ça fait un moment qu'il est au club, il le connaît parfaitement. Et avant de parler de ses performances, qu'il soit bon ou mauvais, c'est une personne que tu vas respecter dans tous les cas. Nous, Mandanda, Steve Mandanda, on a l'image d'un joueur lisse, d'un joueur qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre quasiment. Il y a eu des petits coups de gueule devant les médias, mais c'était toujours des coups de gueule mesurés, des coups de gueule un petit peu une colère froide, tu vois. Et beaucoup m'ont dit, ah, Steve, c'est pas ça, vous ne le connaissez pas entre les quatre murs, vous ne le connaissez pas. Est-ce que tu as une anecdote pour justement que j'arrive un peu mieux à cerner qui il est, comment il fonctionne, comment il vit? Est-ce que tu as une anecdote à me partager sur ce qu'est Steve Mandanda entre quatre murs, en dehors des médias, en dehors des caméras? En fait, Steve, je pense que c'est quelqu'un, quand il ne te connaît pas, en fait, c'est à toi d'aller à lui, en fait, Ouais. déjà, premièrement. C'est pas une personne qui va spécialement s'ouvrir, il est un peu verrouillé. Et en fait, quand je compare ma relation entre ma première saison et la dernière saison, c'est comme si c'était deux personnes différentes. Moi, je Hmm. suis arrivé déjà, j'étais plus jeune. Tu vois, quand tu arrives dans un groupe, tu as envie d'être apprécié par les joueurs importants du vestiaire. Donc, des fois, tu essaies d'aller vers eux, mais tu sens que, bon, ils sont pas très réceptifs. Et puis, moi, c'est dans ma nature. J'aime bien m'entendre avec tout le monde. J'aime bien rigoler avec tout le monde. Mais la différence d'âge et de génération et surtout de statut faisait que c'était pas facile d'aller à lui. Et quand je compare les dernières années, c'est limite, je l'embêtais. Voilà, je faisais le con avec lui, j'allais, je le piquais par-ci, par-là, et voilà, c'est du genre, arrête, je vais te gifler, bah, tu vois, mais en rigolant, tu vois. C'est vraiment le grand frère. Bon, je ne vais pas t'emmener sur un terrain glissant parce que déjà, c'est une affaire qui ne te regarde pas, mais en plus, ce n'est pas le but. Mais dans la dernière année de Rudy Garcia, il y a la fameuse histoire Adil Rami, et c'est là où je ne vais pas t'emmener dessus. Mais par contre, au-delà de l'histoire Adil Rami, on sent une certaine tension. On sent qu'on n'est plus sur la légèreté de la deuxième saison. On est sur quelque chose d'un peu plus tendu, un peu plus compliqué à gérer. Bah écoutez, c'est vrai qu'il y avait des tensions. Après, il y a beaucoup de choses qui regardent seulement Rudy et Adil, et le Ouais. club même, je vais dire. Moi, j'ai un profond respect pour les trois parties. Euh, Adil Rami, à titre d'exemple, c'est une des personnes, quand je parle des personnes, je parle de joueurs, qui a tout de suite cru en moi dans ce changement de poste. J'étais à ses côtés sur le terrain, donc je peux vous dire qu'il m'a beaucoup aidé, qu'il m'a beaucoup apporté et qu'il m'a beaucoup mis en valeur. Ouais. Après, bon, les différents problèmes qu'il a avec le club, j'ai pas spécialement mon avis au moment à dire. Ça les regarde, mais c'est vrai que ça m'a quand même fait chier pour tout le monde, quoi. Mais en dehors de ces trois parties-là, en dehors d'Adi, en dehors même du coach et du club par rapport à cette affaire-là, mais est-ce que vous,
dans le vestiaire en interne, ça marche un peu moins bien dans l'ensemble? Est-ce que c'est un peu plus tendu? Est-ce que c'est un peu moins jovial et léger que ça a pu l'être sur la deuxième saison dont on a parlé, où tu disais que c'était ta meilleure saison? Est-ce que c'est une atmosphère qui est un peu différente? Bah, je pense que c'était un peu poussif parce que la saison d'avant, on avait mis la barre un peu plus haut. Donc, tout le Ouais, monde s'attendait à ce qu'on aille minimum chercher une place en Ligue des Champions, qu'on allait réitérer notre parcours en Europa League, le parcours qu'on avait pu faire la saison d'avant. Donc, ça n'a pas été le cas et ça a amené beaucoup de frustration, que ce soit au niveau des supporters, du club, de nous-mêmes les joueurs. Et c'était un peu plus difficile, forcément. Je dis pas que le vestiaire s'est divisé, mais il y avait moins d'unité. Et sur la fin de saison, quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien à jouer, on n'avait qu'une envie, c'était que la saison se termine et qu'on puisse en recommencer une nouvelle et repartir sur un nouveau cycle. bon, tu l'as mentionné, je suis obligé de le faire. Il y a ce parcours en Europa League qui est, ça a été une bouffée d'air frais un petit peu pour le foot français. Tu sais qu'il est sur la scène européenne, il galérait un petit peu. Pour toi, c'était quoi le point fort de ce groupe? Bah, déjà, dans le football, comme on dit, les victoires amènent les victoires. Donc, Mhm. déjà, ça nous a apporté une certaine confiance. Par la suite, même dans les moments les plus difficiles, on savait qu'on était capable de gagner. Donc, on avait aussi un discours du coach qui était vraiment très bien perçu par tout le monde, qui nous donnait vraiment la motivation pour faire une bonne saison. Et c'est ce qu'on a su faire par nos qualités, parce qu'on avait un groupe de qualité, mais surtout un groupe à l'écoute, uni. Ouais. Et c'est ça qui a fait la différence. Et c'est vrai que l'année Europa League, elle a vraiment, à ce niveau-là, c'était vraiment le summum. C'est vraiment la meilleure période que j'ai pu connaître à l'Olympique de Marseille. On arrive à ta dernière année à l'OM. Et il y a un coach qui, je sais, a été important pour toi parce qu'avant de te recevoir, j'ai été voir un petit peu ce que tu pensais, ce que tu avais dit dans les autres interviews. Et j'ai cru voir que André Villas-Boas avait été particulièrement important dans ta carrière. Bah, déjà, je vois un coach jeune arriver. Je sens que c'est un coach dynamique qui change un peu des coachs précédents que j'ai pu avoir, avec une Ouais, autre mentalité, une autre approche du football, mais surtout de l'aspect humain, l'affection qu'il a avec les joueurs. C'est quelqu'un de très émotionnel. Je pense qu'il a besoin de, de se faire aimer par les joueurs, un peu comme Jordan Klopp. Et ouais, il est tombé sur un groupe qui a facilité les choses à ce niveau-là parce que tout le monde appréciait, tout le monde adhérait à son projet de jeu, que ce soit sur le terrain ou voire même en dehors, dans sa façon de mener un groupe. Et c'est une personne que j'ai beaucoup appréciée parce que, en fait, c'est un coach avec qui j'étais vraiment naturel, j'étais vraiment moi-même. cette année-là, s'il y a des progrès que tu fais parce que vous finissez deuxième derrière le Paris Saint-Germain, donc vous faites encore une grosse saison, un peu comme ce que l'OM a pu faire cette saison, une grosse saison encore. Où est-ce que tu progresses, toi? Parce qu'on parle quand même d'une saison qui, même si ce n'est pas seulement sur cette saison que tu termines au Bayern Munich, mais il y a quand même un palier qui est franchi encore une fois dans ton passage à l'OM. En quoi tu vois que tu as franchi un nouveau palier, toi? Bah, encore une fois, je pense qu'il était dans mon assurance et mon poids dans le vestiaire. Pour la petite anecdote pardon, quand il arrive à Marseille, je me rappelle que mon coach il m'appelle et en fait, il me fait comprendre à demi-mot que le coach il a des incertitudes à mon égard sur ma capacité à pouvoir être important pour lui. Et bon, moi qui sors sur mes 2 dernières saisons où vraiment j'ai réussi à trouver ma place dans ce club, enfin, je me dis à voir quoi. Donc on fait la prépa, je vois que déjà de la prépa, il me donne une certaine importance dans le groupe, il me fait jouer à droite ou voire même un cran plus haut. Moi, en tout cas, il Ouais. me fait jouer quoi. Il me donne du temps de jeu. Et après, bon, la saison avance et je vois qu'il m'apprécie beaucoup plus que je ne le pensais parce qu'il me nomme dans les capitaines. Donc déjà, c'est une première pour moi, quand même, être dans les capitaines olympiques de Marseille, c'est pas rien. Mhm. Et en fait, bah, je me retrouve jusqu'au Covid, bah, être le joueur le plus utilisé en tant que joueur de champ. Donc ça prouve que vraiment, j'étais un joueur important pour lui Ouais. et pour l'équipe. Malgré l'opportunité Bayern Munich, est-ce qu'il y a un doute sur l'idée de se dire, écoute, je suis au plus haut niveau en France,
je suis dans le club le plus populaire de France. Je retrouve la Ligue des Champions. On a l'air d'être parti sur un cycle où on va être performant parce que c'est ce qui se passe depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Quand même, vous avez remis l'OM la tête à l'endroit après le passage à vide après Bielsa. Il y a une hésitation, même devant une opportunité comme celle du Bayern ou pas? Bah, disons que pour moi, j'avais quand même comme rêve de jouer la Ligue des Champions avec Marseille. Ouais. Donc après, il y a des clubs, il y a des standings du moins qui ne se refusent pas. Et c'est vrai que quand le Bayern est arrivé, j'étais très heureux, mais j'avais quand même ce petit regret au fond de moi, enfoui, qui me disait que tu vas quand même passer à côté de ça avec Marseille. Ça m'a fait mal parce que je regardais tous les matchs et voir qu'ils n'y arrivaient pas, ça m'a embêté en fait. C'est comme si je me sentais concerné parce que j'avais réussi à me qualifier avec eux, Mhm. mais j'étais pas avec eux à ce moment-là sur le terrain et ça me faisait mal quoi. Donc avec la belle saison qu'on avait pu faire par la saison d'avant et leur parcours cette année-là en Ligue des Champions, je me disais que c'était dommage parce qu'ils n'avaient pas volé leur place, bien au contraire, et qu'ils méritaient d'être là et qu'ils pouvaient faire mieux, en tout cas qu'ils méritaient mieux, quoi. Dans les 5 ans que tu as vécu à l'OM, est-ce qu'il y a un autre moment où il y a eu la tentation ou l'opportunité de partir? Je pense que après l'année Europa League, la Ouais. grosse saison, j'avais des opportunités. Mais c'est aussi l'année-là où j'ai prolongé mon contrat avec Marseille. Mhm. Donc, j'ai eu des gros clubs, de très, très bons clubs, pour franchir un palier. Mais je voulais rester dans la continuité, en fait. Voilà, je me disais que Marseille m'avait donné l'opportunité avait, disons, redonné un second souffle à ma carrière Mhm. par le coach Rudy Garcia. Et pour moi, j'étais persuadé qu'on allait faire aussi bien, voire mieux la saison d'avant. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Mais après, je ne regrette pas d'être resté. C'est vrai que quand il y a eu des intérêts, il y a eu des approches envers Marseille, mais Marseille a tout de suite fermé la porte et c'est pas une chose qui m'a dérangé. Au Ouais. contraire, je prenais ça vraiment comme un signe de confiance. Mhm. Et je me rappelle que l'été là, ce mercato-là, je me suis pas, de mon esprit, je savais déjà que j'avais envie de rester à Marseille. Alors dis-moi, comment toi tu vis toute cette période-là de début d'histoire avec le Bayern Munich avant que ce soit concrètement ton aventure avec le club? Bon, pour raconter comment ça s'est passé, je me rappelle que c'était bon, la pré-saison. Donc, la Ouais. pré-saison. Donc, moi, déjà, la pré-saison, j'avais une douleur que j'avais contractée pendant le Covid. J'avais fait énormément de sport, c'est-à-dire que j'étais devenu addict et j'avais une gêne au genou à force de faire trop de sport, tout simplement. Mhm. Donc, on commence la saison avec Marseille. Donc, je fais la prépa, je m'entraîne une semaine, je m'arrête une semaine. Enfin, voilà, j'étais gêné. Donc, on arrive la semaine on avait un match amical contre le Bayern. Donc, on joue contre eux et je fais un bon match. C'est-à-dire que comme c'était les premiers matchs de pré-saison, on savait tous au début du match qu'on allait tous jouer 45 minutes. Donc, moi, je la prends à mi-temps. Donc, je donne tout. C'est un match important contre une grosse équipe, un gros club. Et en fait, ça se passe bien, même très bien. Donc, je me rappelle qu'à la fin du match, il y a quelqu'un de l'Olympique de Marseille, quelqu'un du staff qui m'envoie un message à la fin du match en me disant j'étais à côté de personnes du Bayern et en fait, à se taper dans l'œil parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé qui t'étais. Du moins, ils me demandaient des renseignements sur toi. Donc, moi, enfin, voilà, je relève pas, je fais pas attention, je dis, ah, bah, c'est cool, c'est flatteur. Et donc, après, eux, ils reprennent leur campagne de Ligue des Champions, là, leur finale fort. Donc moi, je regarde la télé, ils remportent le trophée face à Paris en finale. Je me dis, c'est beau. Donc la prépa se poursuit. Et donc moi, j'étais dans une période de soins. Un jour, mon agent, il m'appelle à 8 heures du matin. Donc moi, j'avais rendez-vous à 10 heures. Et ce pas des heures auxquelles il m'appelle. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Bon. Donc je me réveille, je le rappelle. Je lui dis, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, comment tu vas? Comment tu te sens? Tu vas bien? Enfin, bref, je sentais qu'il voulait me dire quelque chose, mais donc à un moment donné, je finis par lui dire, qu'est-ce que tu as à me dire, quoi? Va droit au but. Et il me dit, est-ce que tu te sens de passer une visite médicale? Comment il va ton genou?
Je lui dis, bah écoute, ouais. Après, ça dépend pour quel club, en rigolant, tu vois. Et il me dit, bah, ok, on raccroche. Il dit Et pas je le me club. rappelle, il dit pas le club. Non, non, excuse-moi. Il me dit le club. Mais en fait, il me dit le club, et derrière, en fait, il me dit, c'est le Bayern. Je dis, ah, Bayern, bien, hein. Et ben, on raccroche. Je me brosse les dents. Je dis, attends. Du coup, je le rappelle. Et je lui dis, attends, tu m'as dit quoi là? Il me dit, ouais, le Bayern, ils m'ont appelé. Et en fait, moi, mon agent, c'est une personne qui me dit rien tant qu'il n'y a rien de concret. Mhm. Donc, en fait, j'ai compris que s'il me disait ça à ce moment-là, c'est qu'il est obligé de me le dire. Et surtout, il m'a fait comprendre, si je t'en parle, c'est au cas où, au club, on vient t'en parler. Parce que là, ça fait un moment que je parle avec eux, j'ai déjà commencé à avancer avec eux, mais c'est plus à ce niveau-là, quoi. Si quelqu'un au club vient t'en parler, voilà, tu es au courant, et on est dans une période de négociation. En tout cas, tu peux passer une visite médicale, oui ou non? Je lui dis oui. Et voilà. Donc, moi, je vais m'entraîner, du moins, je vais faire mes soins ce jour-là. Et en fait, moi, la chose qui me tracassait, c'était Villas-Boas, mon coach. Mhm. Je voulais pas que passer pour un cachotier, en fait. En fait, on était tellement proches que je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que j'aille le voir pour lui en parler. Donc, je vais le lendemain dans son bureau. Donc, je me pose et je lui dis, voilà, mon coach il m'a appelé, je sais pas si vous êtes au courant. Il me dit, ouais, ouais, je suis au courant. Donc, on se regarde comme ça, du genre, et il dit, ouais, je suis au courant. Donc, voilà, le club est en négociation avec eux. Mais bon, il faut voir après dans leur hiérarchie si c'est toi le numéro un ou pas. Et moi, mon agent m'avait dit que c'est moi qui voulais être dans la hiérarchie, qu'il voulait absolument le faire. Donc, je lui dis, bah, de ce que j'ai entendu, des échos que j'ai eus, oui. Attends, c'est jamais ce qui se passe en coulisses, ils peuvent te dire ça, mais en fin de compte, ils sont sur quelqu'un d'autre. Voilà, ça va très vite. Et voilà, par la suite, ça s'est enchaîné dans les jours en une semaine, ça s'est bouclé, quoi, même moins, quoi. Et voilà, après, je suis parti là-bas pour passer ma vie médicale et signer. Est-ce que tu en as souffert de voir que le public français devant lequel tu as évolué depuis des années, depuis ta plus jeune carrière, tes plus jeunes années en carrière, ne soutient pas ça? Je veux dire, c'est un produit français qui va dans le top 3, allez, selon les goûts et les couleurs, mais top 3, top 5 des meilleurs clubs du monde. Je dirais top 3. Au lieu de le soutenir, au lieu de faire la fête à dire boum, lui il y va, on est plus à dire il fait quoi, c'est quoi cette escroquerie, c'est quoi ce machin. Comment tu as réagi à ça, toi? Écoute, moi, d'un point de vue personnel, déjà, j'étais très heureux de rejoindre ce club. Ouais. Donc, c'est vrai que les avis divergeaient beaucoup, mais inconsciemment, on a tendance à garder les commentaires négatifs, les avis négatifs. J'ai eu beaucoup de messages positifs, beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui me récompensaient à ma juste valeur de ce que j'avais pu faire sur mes années marseillaises. Et pour eux, c'était une juste récompense. Et il y a d'autres qui étaient forcément sont plus négatifs, plus sceptiques et limite, en fait, t'as l'impression limite qu'ils veulent pas tomber, hein, quoi. Ils sont pas contents pour toi. Donc, j'ai envie de te dire, moi, cette place au Bayern, je l'ai gagnée. Je l'ai volée à personne. J'ai pas forcé le Bayern à me recruter. Donc, un tel grand club, je pense pas que dans son recrutement, ils sont réputés pour faire des erreurs. Mhm. Maintenant, c'est un choix de leur part que j'ai tout de suite accepté et sur lequel j'ai foncé. Et donc après, la vie des gens, j'ai envie de te dire, il compte peu, quoi, en fin de compte. Est-ce que ça a pesé à un moment? Est-ce qu'il y a eu un doute dans ta tête? C'est-à-dire de te dire, est-ce qu'il vaut mieux être numéro un à l'OM ou est-ce qu'il vaut mieux être numéro 2, voire un bis, au Bayern de Munich? Non, non, pas du tout. Pas une seule seconde parce que je sortais de 5 années à Marseille. Donc Ouais. quelque part, j'avais aussi envie de vivre autre chose. J'ai connu ça à Marseille, mes premières saisons, ma première, elle était catastrophique. Qu'on se le Mhm. dise, la deuxième, un peu mieux. Enfin voilà, j'ai été crescendo. Donc pour moi, c'est pas un défi qui m'a fait peur. Je savais qu'en arrivant, j'allais pas arriver en tant que titulaire indiscutable, c'est sûr. Tu as des choses à prouver, tu as un statut à acquérir, ce qui est normal. Mais loin de là, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur parce que D'accord. je partais de loin à Marseille. Euh, je pense que, disons, le retard que j'avais à Marseille, il était plus grand qu'au Mhm. Bayern.
parce qu'à Marseille, j'ai eu ce changement de poste. J'ai dû redécouvrir un nouveau poste, me redécouvrir moi-même sur le terrain. Donc, pour moi, le retard, il était beaucoup plus grand à Marseille. Maintenant, c'est vrai que voilà, je dois encore faire mes preuves au Bayern. Mhm. J'ai eu j'ai eu des difficultés, après, pour différentes raisons que les gens ne savent pas forcément d'un point de vue physique. C'est vrai que les problèmes de genoux que j'ai eu en arrivant, J'allais t'en parler. Ouais. ils m'ont beaucoup suivi. Ça a été Mhm. dur pour moi d'enchaîner, d'être au top de mon niveau. Donc, voilà, moi, je connais mon profil. Je sais très bien que si je suis pas à 100% physiquement, c'est dur pour moi d'exister. Et c'est ça qui m'a fait défaut jusqu'à présent. Ouais. J'ai eu ces vacances qui m'ont permis de récupérer pleinement de ces jeunes qui m'ont fait énormément de bien. Et voilà, maintenant, une saison va recommencer. Et espérons la recommencer de plus belle. On dit que là, et tu le dis toi-même, la première saison, elle a été un peu compliquée au Bayern. C'est difficile de s'adapter au Bayern Munich ou pas? Écoutez, oui et non. Je pense que quand tu joues avec ce type de joueur de qualité, c'est toujours plus facile. Après, la seule chose qu'on te demande, c'est d'être à ton niveau toi-même, Mhm. de t'adapter au niveau, de te mettre au même niveau que les autres. Donc, je pense pas que je suis arrivé là-bas par hasard, sinon ils m'auraient pas recruté. C'est qu'ils ont vu en moi que j'étais capable de le faire. Ouais. Maintenant, après, c'est des clubs aussi qui sont forcément moins indulgents, et ça se comprend vu l'importance de ce club sur la scène européenne, vu les grands joueurs qui y passent. Mais c'est normal, je savais où je mettais les pieds, c'est aussi un défi pour moi, et c'est pas une chose que je vais lâcher aussi facilement, bien au contraire. Tu te rends compte quand même que Rudy Garcia, il te fait passer latéral et que c'est en latéral, en te réinventant à la moitié de ta carrière, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, en te réinventant à la moitié de ta carrière, que tu arrives à séduire le Bayern Munich et que tu joues dans un club top 3 mondial depuis 2 ans. Est-ce que tu prends la pleine mesure et de révolutionner ton football a fait basculer ta carrière? Tu arrives à t'en rendre compte de ça ou est-ce qu'on a la tête dans le guidon et on ne regarde pas comme ça? Oui, ça m'est arrivé d'y penser. J'y pense moins aujourd'hui avec les années parce que je me suis habitué à ce poste-là. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que l'année Europa League, à la fin de la saison, je me suis posé, je me suis dit, waouh, quand même, t'as quand même réalisé une belle saison. Ouais. L'année, on te change de poste. Tu as dû te réinventer sur le terrain et tu l'as plutôt bien fait. Et c'est quand même une chose qui était valorisante pour moi, pour dire ça aussi. Et c'est vrai que à ce niveau-là, je reviens de loin. Si tu prends la synthèse des 2 ans que tu as vécu là, quel sentiment tu retires de tes 2 premières années au Bayern Munich? Bah, je pense que quand je suis arrivé à ma première année, on était dans la continuité de l'année précédente où ils ont remporté la Ligue des Champions Mhm. avec un coach qui connaît bien le club, les joueurs le connaissent bien. Donc voilà, au niveau du football, c'était un football différent de cette année. Et donc cette saison-là, bah, un nouveau coach arrive avec de nouvelles idées, de nouveaux principes de jeu. Et donc voilà, il a fallu du temps à lui et aussi aux joueurs pour se comprendre. Je, je pense que c'est ce qui explique les hauts et les bas cette saison. Ouais. Mais les joueurs et le coach sont sur la bonne voie. Et maintenant, c'est à nous de trouver nos marques. En tout cas, cette première saison nous a fait du bien. Et la Mhm. saison prochaine ne pourra que être meilleure. Est-ce qu'il a fallu un temps pour la langue, évidemment, mais la compréhension de Oui. ce vestiaire, l'entente avec ce vestiaire, l'entente avec les exigences du terrain à l'entraînement, ce genre de choses? Est-ce que tu es passé par une période un peu compliquée au tout début? Au niveau de l'intégration, l'entente, non. Parce que j'ai toujours eu entre guillemets, des facilités à m'intégrer, à bien m'entendre avec les gens. Ouais. Je suis jamais été un problème dans un vestiaire, bien au contraire. Et après, oui, au niveau de la compréhension de la méthodologie, c'est vrai qu'elle est différente. L'intensité, voilà, c'est un groupe de gagneurs, quoi. Euh, Tu rentres sur le terrain à l'entraînement, c'est pour gagner. Donc, j'ai été mis au parfum j'ai découvert une nouvelle atmosphère et c'est vrai que j'ai dû m'adapter. Et au fur et à mesure, tu prends mesure et tu vois l'importance d'être prêt chaque jour à l'entraînement pour être prêt en match.
Et c'est une mentalité sur laquelle j'ai dû basculer, on va dire. Tu as la double nationalité parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, monsieur, félicitations encore, mais fait champion de la CAN Merci. avec le Sénégal. On va y venir. Ça s'est joué à ça pour que tu sois sélectionné en équipe de France. À ça. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé? Pourquoi ça ne se fait pas? Est-ce que tu peux me dire quel était ton état d'esprit à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, il y a le fait d'avoir été, pardon, appelé par le coach, enfin presque appelé par le coach, en tout cas contacté, mais il y a aussi toi, le fait que tu veuilles ou non jouer pour la France ou pour le Sénégal. Dis-moi un petit peu comment tu vis ça et comment ça se passe. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Bah, j'arrive au Bayern. Donc, c'était une des premières journées du championnat. On va à Dortmund. Donc, je joue titulaire. Alors là, on connaît l'importance de ce match en Allemagne, dans le football allemand. Donc, je joue titulaire et il avait une petite gêne. Donc, déjà, avant le match, la veille du match, je n'osais pas le dire parce que pour moi, c'était une opportunité. Hmm. Forcément, je n'allais pas arriver faire ma victime et dire que je ne peux pas jouer. Bon, j'avais un peu peur de la vie, du regard des gens Ouais. à- par rapport à l'opportunité que le coach me donnait. Donc, je joue ce match. Je fais un match très, très médiocre. Et je me rappelle qu'à la fin du match, quand je rentre chez moi, voilà quoi, moralement, c'est pas trop ça, quoi. Donc, on avait off le lendemain. On avait joué le dimanche. Et je me balade dans Munich. J'étais parti faire une course. Et là, je reçois un message. Donc, un des adjoints de Didier Deschamps qui essaie de me joindre. Je n'avais pas vu l'appel. Et qui me dit de le rappeler. Donc, je rappelle. Et en fait, je tombe au téléphone sur une personne et je me rends compte que c'est du sérieux, quoi. Donc, on me dit que je dois rejoindre Clairefontaine au plus vite, que la personne était en train de regarder au niveau de la logistique, si je pouvais arriver à temps le soir, parce que c'était en fin d'après-midi. Et donc, on se rend compte que c'est faisable. Et je lui dis, bah, j'ai pas mes crampons et j'ai pas mes affaires. Aujourd'hui, on est off. Je suis dans ma voiture en plein milieu de Munich. Il me dit, c'est pas grave. La seule chose que tu fais, tu vas sur ton entraînement, tu prends tes crampons, tu te rends chez toi, tu fais une valise, tu prends tes effets personnels et tu te rends à l'aéroport. Et il y a un vol à telle heure, c'était 20h, 21h. Mais il faut savoir que après le match de Dortmund, j'avais signalé ma blessure au docteur du Bayern. J'avais dit que j'avais mal. Donc, au retour de Dortmund, il m'a consulté et il m'a dit, bon, on rentre dans une semaine de trêve internationale, donc tu vas te reposer un peu, tu vas faire des soins et ça va aller. Et en fait, moi, quand j'ai reçu ce coup de fil, sous l'excitation, je ne pense plus à tout ça. Donc, je me rends à l'hôtel, j'étais encore à l'hôtel, je n'avais pas encore mon logement, et j'appelle quelqu'un du club qui s'appelle Johannes, en fait, qui gère un peu toute la logistique pour les joueurs, qui nous aide au quotidien. Et je lui dis, ouais, bon, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je ne sais pas si vous êtes au courant, je dois rejoindre l'équipe de France. Il me dit, oui, je suis au courant, je te rappelle. Donc là, j'ai senti qu'il allait peut-être y avoir un souci. Donc j'arrive à l'hôtel, je me change en vitesse, je fais ma valise, je prends les premières choses que je vois autour de moi et je monte dans la voiture, je me rends à l'aéroport. Je me rends à l'aéroport et en fait, sur le chemin, il me rappelle. Il me dit, bon, voilà, j'ai parlé avec le docteur du Bayern, il n'est pas trop pour que tu y ailles parce qu'il a vu que tu avais une petite lésion, ça peut te porter préjudice. C'est vrai que si tu y vas à ce moment-là, c'est pas le meilleur moment pour toi et tu vas aller et tu vas peut-être te griller pour les fois d'après, quoi. Je lui dis oui, mais bon, j'essaie de lui faire comprendre que c'est une opportunité pour moi que je peux pas louper, je peux pas passer à côté, il faut quand même que j'y aille. Et en fait, pendant le trajet me laisse le temps de réfléchir, quoi. J'appelle mon agent, j'en discute avec lui. Lui-même, il me fait comprendre que bon, ce serait pas une mauvaise idée d'écouter le club. Et dernière personne que j'ai au téléphone, c'est Le Gall, donc le docteur de l'équipe de France que j'ai connu à Marseille, que je connais bien. Et donc, forcément, on a une discussion vraiment d'homme, quoi, où il me fait comprendre que, écoute, Bouna, voilà, j'ai le docteur du Bayern, et il me dit que il est contre. Donc, nous, on ne veut pas se mettre à dos le Bayern. On respecte leur décision. Maintenant, la décision te revient. Moi, ce que je te conseille, par rapport à ce qu'il a pu me dire, c'est de ne pas venir. Maintenant, si tu veux, tu viens à Clairefontaine et on examine
ta blessure directement au château. De là, je réfléchis et au moment où j'arrive à l'aéroport, avant de descendre de la voiture, je me dis, bah, en fait, je pense que je prends la décision d'écouter le club et de ne pas y aller. Donc, je rappelle le docteur Dubaïa de l'équipe de France, pardon, et je lui dis, bah, je pense que je vais t'écouter, je vais écouter mon club et je vais pas venir. Et de là, il me dit, franchement, c'est la meilleure décision que tu peux prendre. T'en fais pas, tu auras l'opportunité et de nouveau. Donc, soigne-toi bien au club, prépare-toi et prochain rassemblement. En tout cas, j'espère que tu seras parmi nous. Du coup, je fais demi-tour, je rentre chez moi et voilà, le lendemain matin, je me rappelle, j'arrive au club, je commence mes soins, il y a le docteur qui arrive, limite qui me prend dans ses bras. Je suis content de la décision que tu as prise, c'est vraiment respectable et en tout cas, on s'en souviendra, quoi. Il faut avoir de la lucidité, mais en plus, écouter le club par rapport à ça, c'est aussi, ça a été plutôt sage a priori de ta part. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce n'est pas l'équipe de France que tu défends? Pourquoi est-ce que tu portes le maillot du Sénégal? Comment ça s'est fait ça? Bah, disons que je pense que c'est le destin. Je vais pas dire que c'est un mal pour un bien parce que moi, j'ai jamais eu de mal à dire qu'à l'époque, je voulais jouer pour l'équipe de France. Je suis français, je suis binational comme beaucoup de joueurs. Ouais. Donc, tu vis un peu avec ce rêve français. Mais à partir de cet épisode-là, j'ai eu le temps d'aller au Sénégal. J'étais déjà allé par le passé. Mais après cet épisode-là, j'ai eu le temps d'y aller deux, trois fois. Et je pense que c'est ces deux, trois fois-là qui m'ont, comment dirais-je, ouvert les yeux et rapproché du Sénégal. Mhm. Parce que j'ai eu le temps de voir l'amour que les gens là-bas me portaient. Et je pense cette appartenance que j'ai avec le Sénégal, quoi. Et pour moi, venir que pour la CAN, ça serait pas un bon signal que j'aurais pu envoyer aux supporters sénégalais. Il fallait que j'y aille avant pour déjà m'acclimater à la sélection, à mes nouveaux coéquipiers, mais surtout pour leur montrer que je suis vraiment dans le projet et que si j'ai pris cette décision de jouer pour le Sénégal, c'est parce qu'à 100%, je voulais défendre les couleurs du Sénégal. Ouais. Est-ce que toi, qui es arrivé plus tard, tu as senti dans cette sélection qu'il y avait possibilité tout de suite d'avoir des résultats, d'avoir, comment dire, au-delà du groupe, parce que le fait qu'il y ait des talents, je pense que chaque sélection africaine a des talents. Le Sénégal en a à toutes les lignes. C'est vrai, vous êtes hyper bien armés et on vous surveille pour la Coupe du Monde. Mais il y a d'autres sélections, il y a le Maroc qui est bien armé, il y a l'Algérie qui est bien armée, il y a d'autres sélections. Est-ce que toi, quand tu es arrivé dans cette sélection-là, tu as senti qu'il y avait quelque chose de particulier dans le Sénégal, dans cette sélection-là, dans ce groupe-là? En fait, moi, quand je suis arrivé, j'étais étonné, agréablement surpris d'une chose, c'est que c'est un groupe tellement sain que je m'y suis tout de suite senti à l'aise. Ça veut Mm. dire que j'en connaissais déjà pas mal qui étaient, comme Edouard Mendy, pour son passage à Marseille, Kalidou, Sadio. Enfin voilà, après, il y a des coéquipiers qui étaient mes adversaires que j'ai pu croiser sur le terrain club. Mais j'ai senti une atmosphère où vraiment, c'était limite, tu arrives en sélection, c'est un second souffle, quoi. Ouais. C'est une autre mentalité, une autre façon de profiter en dehors de nos entraînements, du football, notre mentalité, notre gamberge, quoi. Donc, je m'y suis tout de suite trouvé à ma place, à mon aise, parce que les gens autour de moi m'ont bien accueilli. Ils ont favorisé aussi ma venue. Donc, je sentais que, en fait, c'est une bande de potes, quoi. Malgré le fait qu'on se voit pas énormément, seulement tous les deux, trois mois, en fait, dès qu'on se voit, on est content, on est heureux de se voir. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, et c'est ça qui nous a permis de faire des résultats. Après moi, avant d'arriver, ils en faisaient déjà, bien évidemment, mais en tout cas, ils ont gardé cette dynamique quand je suis arrivé, comme Abdou Diallo, comme d'autres joueurs sont arrivés. Et en fait, c'est ça qui nous a permis de remporter cette CAN, je pense. Dans cette sélection, tu as quel rôle, toi? À mon premier rassemblement, je suis arrivé en tant que nouveau joueur, forcément. Ouais. Après, je pense que mon statut il a assez vite évolué dans le sens où, comme tu as pu le dire, j'ai 30 ans, donc forcément, un joueur de 30 ans qui a fait 5 années à l'Olympique de Marseille, Mhm. qui joue aujourd'hui au FC Bayern de Munich,
Les gens, forcément, ils vont te donner plus vite le respect. Mais après, voilà, moi, je suis pas arrivé pour tout révolutionner. Il y a des très grands joueurs déjà dans cette sélection. Et je suis tout simplement arrivé pour apporter un plus au niveau de mon expérience Hmm. et au niveau du groupe sur le terrain, tout simplement. Et ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, ça fait peu de mois que j'y suis. Ça fait même pas un an. Mais j'ai l'impression que j'y suis depuis de nombreuses années déjà parce que Ouais. le fait d'avoir gagné la Coupe d'Afrique, ça accélère aussi ton processus en sélection et Ouais. cette reconnaissance. T'as senti, toi, quand ce titre-là, il a été gagné, l'importance que ça avait pour le peuple africain du Sénégal, pour les Sénégalais, quand je dis le peuple africain, l'importance de la CAN. Est-ce que tu as ressenti l'importance de ce trophée-là en Afrique? Parce que beaucoup le dénigrent, beaucoup, et je parle des Européens, des Occidentaux, beaucoup disent que c'est un petit peu un trophée de seconde zone parfois. Tu sais, on a pu entendre ce genre de discours-là. Est-ce que Mhm. toi, dans cette participation, tu as pu sentir l'importance que ça avait en Afrique, mais au-delà de ça, quand tu l'as gagné, l'importance que ça avait pour le peuple sénégalais? Est-ce que tu as pris la pleine mesure de ça? Ah, moi, je l'ai vu direct. Voilà, on sait que le Sénégal court après sa première CAN depuis des années. Et le fait de la remporter, c'était émotionnellement quelque chose d'indescriptible. Franchement, je souhaite à tout footballeur de vivre ce qu'on a pu vivre en rentrant au pays parce que ça dépasse même une Coupe du Monde. Et ça, je vous le dis, quand je parle de Coupe du Monde, je parle de quand la France a gagné la Coupe du Monde. Quand on est rentré, bah, ça a même été décrété comme jour férié par le président. C'est des choses que tu peux pas avoir en Europe, tu vas voir qu'en Ouais. Afrique. Parce que on se rend pas compte à quel point le football apporte de la joie à ce peuple. Et ce qu'on a réussi à leur amener, c'est quelque chose que tu peux pas expliquer. Faut le vivre, faut le voir de ses propres yeux pour le comprendre. Forcément, ça donne envie d'aller tout péter à la Coupe du Monde. Bien sûr, parce que tu n'oses même pas imaginer si tu gagnes la Coupe du Monde. Tu as remporté une Coupe d'Afrique, déjà tu te rends compte de tout ce qui s'est passé. Alors, une Coupe du Monde, je t'en parle même pas. D'accord. Je croise les doigts pour vous. Si on peut espérer une finale France-Sénégal en souvenir du bon vieux temps, c'est déjà pas mal déjà. Ah, nous, on signe tout de suite. Hein. On va pas dire non. Bon, on verra. Dans le foot, quand il y a un leader technique, ou un leader par son palmarès, ou un leader parce que c'est le meilleur joueur tout simplement, qu'il est dans l'équipe qui gagne, même si ce n'est pas forcément le joueur le plus important en interne ou le joueur qui a fait les meilleures performances sur ce tournoi-là, on a tendance à Mhm. dire tiens, c'est la Coupe du Monde d'un tel. Tiens, c'est la Ligue des Champions d'un tel. Tiens, parce que c'est lui le joueur phare de l'équipe. Avec Sadio Mané, on est dans un cadre différent parce que de ce qu'on a vu sur le terrain, il a été hyper important. Comme il l'est à Liverpool et comme je te souhaite qu'il le soit au Bayern Munich parce que monsieur en plus a décidé de te rejoindre là-bas. Mais est-ce qu'en interne, dans la partie qu'on ne voit pas, la partie cachée un petit peu de la vie en sélection, est-ce que tu peux me parler du rôle qu'il a? On va dire, Sadio, il est respecté de par sa carrière. Ça fait un moment qu'il est en sélection. Oui. C'est un Sénégalais, il est né au pays. Et par rapport à son parcours en Europe, il est beaucoup suivi par pas seulement les Sénégalais, par l'Afrique entière, le continent. Donc, moi, je le vois quand on se déplace, on peut aller jouer au Zimbabwe, au Togo, au Maroc, où tu veux. Les gens, ils veulent voir Sadio Mané. Hmm. Donc, après, c'est un leader technique avant tout. C'est un leader technique sur le terrain. Et avec les années, je pense que c'est une chose qu'il a développé, ce côté leadership, prendre la parole, parler, c'est une assurance qu'il a développée avec le temps. Parce que moi, de nature, quand je l'ai connu, c'était une personne timide, Mhm. mais forcément, quand tu prends de l'assurance, de l'expérience, du vécu dans le football, tu as plus de facilité à t'exprimer. Et aujourd'hui, quand il s'exprime dans le vestiaire, moi qui l'ai connu beaucoup plus jeune, c'est limite comme si je voyais un autre homme, une autre personne. Hmm. Mais ça me fait plaisir de voir comme ça parce que à travers ça, je vois toute l'évolution et je vois qu'il a franchi un cap en tant que joueur, mais surtout en tant qu'homme.
on n'essaie pas de rendre l'histoire plus belle quand on dit que Sadio Mané a été important pour ce groupe, quand on dit qu'il a mené ce groupe vers la victoire, parce que sur le terrain, c'est vrai qu'il l'a fait. Mais quand on dit qu'il est hyper important dans la vie de groupe, on ne dit pas ça simplement pour rendre l'histoire plus belle. C'est une vérité. Non, c'est une vérité. C'est une vérité parce que Sadio, c'est un moteur pour l'équipe, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Voilà, c'est un D'accord. leader dans le groupe. Il y a des décisions, quand le coach doit prendre certaines décisions, il va consulter les leaders et il en fait partie. Après, sur le terrain, il n'y a rien qu'à voir chronologiquement la CAN. Il me semble que ces deux premiers matchs de la compétition, ils n'étaient pas fantastiques et l'équipe entière n'a pas spécialement brillé. Donc, voilà, ça a été un diesel, mais on voit que quand il s'est mis à son niveau, tout le monde a tout de suite été plus performant et a plus Hmm. brillé autour de lui. Et Hmm. ça se ressent. C'est pour ça que je dis que c'est un leader technique. Parce que c'est avant tout un joueur qui ne doute pas de ses qualités. Voilà, je me souviens de ce penalty en finale où il loupe. Et tu le vois vers les supporters pour encourager l'équipe parce que pour lui, il savait qu'on allait gagner ou du moins qu'il allait être décisif dans cette finale. Ouais, Donc voilà, il s'était d'accord. préparé à la gagner. Il était conditionné pour la gagner. Il était passé à côté d'un échec quelques années avant, mais cette année, comme il nous l'a toujours dit tout au long de cette CAN, il a dit cette année, c'est pour nous, pour personne d'autre que nous. Bon, Bouna, merci. Je t'en prie, merci à toi. Tu as passé un bon moment, ça va? Un très bon moment, hein. Comme je t'ai dit, j'avais pas l'habitude de tomber sur tes interviews sur Snapchat, dans mon Explorer. Je suis même abonné d'ailleurs. J'invite Ah, tout le monde à s'abonner. ça c'est gentil. Et j'ai passé un très bon moment avec toi. C'est vraiment des interviews qui font du bien, qui sont beaux à voir. Tu C'est gentil. découvres énormément de choses sur les joueurs, sur certaines faces cachées du football, Hmm. mais vraiment que du positif. C'est gentil, mon ami. Écoute, maintenant que tu as profité, je te souhaite de profiter de ta dernière semaine quand même si on se dirige petit à petit vers la reprise. Et puis, bon, on va surveiller, hein, de loin, mais on va surveiller un petit peu comment ça se passe pour toi. On va te souhaiter plein de bonnes choses. Et puis, malgré le fait que tu vas potentiellement être un ennemi de la France pendant cette Coupe du Monde, on va te souhaiter une bonne Coupe du Monde quand même. Merci à toi, merci à vous, Ça c'est marche? Et gentil. puis, la santé surtout. Les Merci autres, beaucoup. bah, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi un autre épisode de Call Interview. On reste ensemble et on continue avec d'autres épisodes, d'autres invités et d'autres anecdotes de fou. Allez, ciao.